L'électricité s'est coupée depuis 36 heures. Ta rue est silencieuse? Trop silencieuse. Puis tu l'entends, du verre qui se brise. 3 maisons plus loin, pas un étranger. Le type qui t'a aidé à démarrer ta voiture le mois dernier. Il a un pied de biche et il remonte le quartier. Je me tiens près de la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers un interstice du rideau. Mon cœur bat la chamade. Bienvenue à l'heure 36 d'une panne générale, où ta plus grande menace n'est pas l'obscurité. Ce sont les 300 millions de personnes qui ne se sont pas préparées, et ils savent exactement où tu habites. Cette sensation dans la nuque, d'être observé, ne me quitte pas. Voici ce que personne ne te dit. Quand le réseau meurt, la société a une date d'expiration de 72 heures. La FEMA admet que la plupart des villes ont 3 jours de nourriture. Le département de la justice dit que les crimes violents augmentent de 250% après 72 heures sans électricité. Et l'histoire? L'histoire dit que le vernis poli de la civilisation est plus fin qu'une vitrine de supermarché. J'ai vu à quelle vitesse les gens changent, à quelle vitesse le voisin devient prédateur. Alors, parlons des endroits qui seront pillés en premier. Pas après des jours, après des heures. Et si tu es près de l'un d'eux, quand ça arrive, tu ne fais pas les courses. Tu es dans une zone de guerre. Il faut que ce soit clair. Premier domino à tomber, les pharmacies. Tu penses que les gens paniquent pour du pain? Ils se révoltent pour de l'insuline. 66% des Américains prennent des médicaments sur ordonnance quotidiennement. Quand l'électricité meurt, la chaîne du froid pour ces médicaments se brise, les renouvellements s'arrêtent, et soudain, des millions de personnes sont à 3 jours du sevrage, des crises ou de la mort. Ces endroits-là sont des bunkers de survie. L'alcool, les antibiotiques, les antidouleurs. Des choses pour lesquelles les gens tueront. Pendant Katrina, ils ont été vidés avec une précision militaire. Le soulagement de la douleur devient monnaie d'échange. Un flacon d'ibuprofène achète 1 semaine de nourriture. Et quand les pharmacies brûlent, la foule ne rentre pas chez elle. Ils commencent à frapper aux portes. À ta porte. Je pense à mon petit stock. Est-ce suffisant? Numéro 7, les quincailleries. La mine d'or de la survie. La plupart des gens se ruent vers les supermarchés. Les survivants intelligents vont d'abord aux quincailleries. Pourquoi? Parce que quand la société s'effondre, tu n'as pas seulement besoin de nourriture, tu as besoin d'outils. Les quincailleries regorgent de tout pour fortifier, défendre et survivre. Tronçonneuses, générateurs, propane, piles, haches, pieds de biche et outils manuels qui n'ont pas besoin d'électricité. Pendant Katrina et les émeutes britanniques de 2011, les quincailleries ont été vidées. Pas pour des armes, mais pour du contreplaqué et des clous pour barricader les fenêtres. Mais voici ce qui les rend mortels. Tout le monde finit par réaliser leur valeur. À l'heure 48, des gens désespérés affluent pas seulement des prépeurs, des pillards cherchant des coupes-boulons, des opportunistes attrapant des générateurs. Le vrai problème, la plupart des quincailleries ont une mauvaise sécurité. De grandes vitrines, un personnel minimal. Dès que la première fenêtre se brise, c'est une frénésie alimentaire. Si tu n'as pas tes outils avant la panne, c'est trop tard. La quincaillerie devient un champ de bataille, où le désespoir rencontre l'utilité brute. Je me souviens de ma dernière visite là-bas. J'aurais dû prendre plus. Jour 2, ton réservoir était vide. Celui de tout le monde aussi. Les stations-service explosent avant les supermarchés. Pourquoi? Les pompes à carburant ont besoin d'électricité. Pas d'électricité, pas de pompe. Même si les réservoirs souterrains sont pleins, c'est inutile. Et les générateurs de secours? Volés en premier. L'essence n'est pas seulement pour les voitures, c'est pour les générateurs, les tronçonneuses, le chauffage. Un bidon de 20 litres pourrait acheter protection ou passage sûr. Tu verras des fils qui s'étendent sur des blocs, des confrontations armées, du sabotage. Les stations-service ne distribueront pas l'espoir. Elles nourriront le chaos. L'air là-bas sent la peur et l'essence. Enfin, là où la civilité meurt. Les grandes surfaces et de grandes surfaces. Walmart, Costco, Target, dans les 12 heures suivant une panne, ils deviennent des broyeurs de viande. Ils contiennent tout. Le dernier bastion de la chaîne d'approvisionnement. Et une fois qu'ils sont vides, cette chaîne, elle est brisée pour toujours. Nous avons vu des magasins saccagés en moins d'1 heure. Lors d'une panne totale, ça se réduit à 15 minutes. Des milliers de personnes. Pas de sécurité, pas de loi, juste la panique et la rage. Les gens se piétinent, des pillards organisés apparaissent. Si tu penses juste attraper quelques trucs, ne le fais pas. Tu te feras voler, poignarder ou suivre jusqu'à chez toi. Ces endroits ne sont pas des refuges, ce sont des zones de mort. J'ai lu les rapports, vu les images, c'est réel. La vraie préparation ne se fait pas dans le noir avec un pied de biche à la main. Elle se fait maintenant, avant que les lumières s'éteignent. Parce que, quand elles le font, la seule chose sur laquelle tu peux compter, c'est que tous ceux qui ne se sont pas préparés savent exactement où tu habites. Et ils viendront. Continuons avec le numéro 4. Les magasins d'alcool, le Far West. Quand les lumières d'âne s'éteignent, l'alcool devient tout. C'est un médicament, c'est une monnaie,
c'est du carburant. C'est le moral dans une bouteille. Pense à ça. 15 millions d'Américains sont dépendants de l'alcool. Après seulement 24 heures sans, le sevrage sévère commence. On parle de nausées, d'hallucinations, de crises. Ce désespoir brut mène directement au magasin d'alcool. Mais ils ne seront pas les seuls. Imagine, des foules qui se bousculent à travers du verre brisé pour n'importe quoi. Whisky, vodka, et même du bain de bouche. L'alcool devient de l'or d'échange. Une bouteille de vodka pourrait te procurer un traitement d'antibiotiques. Une bouteille de rhum pourrait acheter du bois de chauffage ou une boîte de munitions. Les spiritueux, à haut degré, peuvent nettoyer une plaie, désinfecter ton équipement ou allumer un feu. Pendant la Grande Dépression, l'alcool de contrebande était la monnaie de survie. Quand le Venezuela s'est effondré, l'alcool de contrebande était le principal moyen d'échange. Alors, stocke discrètement. Les spiritueux clairs sont les meilleurs. Vodka, Everclear, rhum à haut degré. Garde les bouteilles scellées et garde-les cachées. Ne te vante jamais, car une fois ces magasins vides, la foule commencera à chercher la personne qui a encore une bouteille, et ils apporteront un pied de biche. Je cache mes provisions plus profondément. Personne ne doit savoir. Numéro 3, les animaleries, le coffre-fort oublié. La plupart des gens passeront devant l'animalerie jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Alors ce sac de croquettes n'est plus pour Minou. C'est juste de la nourriture. Bon, ce n'est pas idéal, mais la nourriture pour animaux est comestible. C'est des protéines, ce sont des calories, et c'est stable à la conservation. Après 4 jours sans manger, une boîte d'agneau et de riz commence à ressembler à un dîner de Thanksgiving. Mais ce n'est pas le vrai prix. Le vrai or, c'est l'équipement de survie déguisé en fourniture pour animaux. Les laisses robustes deviennent des sangles, les tapis pour chiots servent à l'assainissement. La litière absorbe les déchets. Un sac de 20 kg de croquettes, une famille de 3 personnes pourrait en vivre pendant des semaines. C'est déjà arrivé. Pendant les guerres yougoslaves, les civils mangeaient de la nourriture pour animaux et des biscuits pour chiens quand les chaînes d'approvisionnement alimentaire se sont effondrées. Mon estomac gargouille à cette pensée. La faim rend créatif. Les animaleries ont aussi des filtres à eau. Des antibiotiques vétérinaires, souvent identiques aux versions humaines, des sprays pour plaies et même des couvertures thermiques d'urgence. Pendant que le pillard moyen se bat pour de la soupe en conserve au supermarché, les malins pillent discrètement l'animalerie. Ils en sortiront avec assez pour survivre 1 mois. À la 2e semaine, tes voisins tourneront autour de cette allée pour animaux avec des yeux morts. Je les vois déjà. Numéro 2, les écoles. Le géant endormi. Les écoles sont des mines d'or absolues quand l'électricité tombe. L'école primaire moyenne aux États-Unis a assez de nourriture pour nourrir 500 enfants pendant 1 semaine. On parle de riz, de fruits en conserve, de légumes, de céréales. Les chambres froides de la cantine contiennent des tonnes de calories. Mais la nourriture n'est que le début. Pense aux salles de classe. Piles, fournitures de bureaux, comprimés de purification d'eau. Les laboratoires de sciences, alcool, produits chimiques, gants. Le gymnase a des tapis et de l'équipement. L'infirmerie est remplie de bandages, d'antiseptiques et d'antidouleurs. Pendant la catastrophe de Fukushima, des citoyens japonais sont entrés par effraction dans des écoles pour survivre. Ils ont trouvé de la nourriture, des couvertures et des kits d'urgence, et ils ont vécu. Mais une fois que le mot circule, que les écoles sont pleines de provisions, elles deviennent des champs de bataille. Des parents désespérés, des gangs organisés, des vagabonds solitaires, tous convergent vers un seul endroit. Tu dois les repérer avant un effondrement. Apprends les entrées, cartographie les placards de stockage, parce que quand la société s'effondre, cette école primaire devient une forteresse du désespoir. Je connais 3 écoles à proximité. Il est temps de les visiter. Et maintenant, numéro 1, les hôpitaux, où l'espoir se transforme en horreur. Dans les premières 48 heures d'une panne totale, les hôpitaux se transformeront de sanctuaires en abattoirs. Ça sonne dur, mais c'est l'histoire. La plupart des hôpitaux américains ont des générateurs de secours qui durent environ 72 heures. Quand ils tombent en panne, tout s'effondre. Les respirateurs s'éteignent. Les ascenseurs se figent entre les étages. Les machines qui sauvent des vies deviennent sombres. Maintenant, ajoute des centaines de personnes effrayées, blessées et mourantes à cette équation. Tu as une poudrière humaine. Je respire superficiellement. Cette pensée me fait peur. Mais ce n'est pas pourquoi les hôpitaux sont numéro 1 sur cette liste. C'est ce qu'ils stockent. Antidouleurs, sédatifs, antibiotiques, instruments chirurgicaux, solutés Harvey, insuline, bouteilles d'oxygène, morphine. Dans une économie post-effondrement, ce sont les nouvelles devises. Une seule bouteille de pénicilline pourrait acheter 1 semaine de nourriture. Un injecteur d'adrénaline pourrait être échangeable contre de l'or. Pendant l'effondrement du Venezuela, les hôpitaux ont été pillés encore et encore,
par des gangs, par des patients désespérés, même par leur propre ancien personnel. Les malades, les toxicomanes, les opportunistes, ils viendront par vagues. Pas pour aider, pour prendre. Les unités de soins intensifs seront vidées, les salles de stockage pillées, les gardes de sécurité seront partis depuis longtemps. Si tu as déjà pensé à piller un hôpital après que les lumières s'éteignent, ne le fais pas. C'est un suicide. Construis ton propre kit de traumatologie maintenant. Apprends la médecine de terrain. Fais-toi certifié en premier secours de base. Parce que quand les hôpitaux s'effondrent, ils ne seront pas un lieu de guérison. Ils seront la ligne de front de l'apocalypse. Je vérifie ma trousse de premiers soins. Elle semble soudainement très petite. La panne ne se soucie pas de savoir si tu es prêt, mais tes voisins si. Et ils comptent sur le fait que tu ne l'es pas. Stocke maintenant. Reste calme. Reste dans le noir. Parce que la survie ne consiste pas à survivre à la panne. C'est survivre à tous les autres. Et si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, des histoires de vraie survie dans le chaos, alors abonne-toi. Parce que quand l'obscurité arrive, la connaissance est la seule monnaie qui compte encore.